Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir une femme, écrivain, qui publie aujourd'hui son 3e roman après 2 très jolis récits. Baiser de collection, c'est le titre de ce roman paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Annabelle Combe est notre invitée ce soir. Bonsoir Annabelle Combe. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission Lumière intérieure. Très heureux de vous retrouver de vous recevoir pour ce 3e livre, 3e livre paru en mars dernier, l'histoire de Jean et de Tosca, un couple qui s'aime, un couple séparé par un désir d'enfant qu'ils n'arrivent pas à assouvir. Je le résume de façon assez laconique évidemment pour débuter cette émission. Ce roman, c'est aussi l'histoire d'une quête, avec de très belles rencontres à la clé de cette quête, une quête séparée, une quête double, celle de Jean et celle de Tosca. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet du couple et de la stérilité, j'allais dire de l'infertilité? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas au départ qu'on peut se dire je vais écrire sur ce thème. Mais le thème de la stérilité, c'est un thème qui m'a habité tout simplement parce que j'ai eu cette grâce, et je dis bien cette grâce, de perdre 2 enfants et de me retrouver en maternité dans ce qu'on appelle la chambre des fausses couches, qui est celle tout au fond du couloir. Forcément, on isole les mamans pour qu'elles n'entendent pas les bébés qui sont nés. Et j'étais avec une autre jeune femme qui, elle, effectivement, était à sa 3e FIV. Et ça n'avait pas fonctionné, et elle avait perdu son enfant assez tardivement, comme moi. Et en fait, dans un souffle, elle a dit cette phrase: je n'essayerai pas, je n'essayerai plus. Je n'essayerai pas, je n'essayerai plus. Et moi, j'étais féconde. Je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir des enfants. Et ça m'a habité. Ça m'a habité ce thème de est-ce que je donne la vie ou est-ce qu'on donne sa vie? Qu'est-ce qu'on donne, la vie ou sa vie? Et c'est quelque chose le regard de cette jeune femme qui donc ne serait pas maman, c'est quelque chose, voilà, qui m'a habité. Et l'idée aussi, toujours dans l'écriture, d'aller explorer ce que moi je ne peux pas vivre. Je suis quelqu'un qui aime bien aller... alors on dit toujours que les écrivains, ils travaillent à partir de 2 matériaux, hein, la mémoire et l'imaginaire. C'est sans doute vrai, mais moi j'aime bien aller chercher des personnages, des choses que je n'ai pas vécues, Et donc je suis rentrée dans Tosca, mais je suis rentrée aussi dans Jean, dans ce couple qui se sépare. Et Tosca, elle souffre à la fois le fait d'avoir pas d'enfants, de les avoir perdus. Et quand on prend Tosca, elle est encore dans cette souffrance physique, qui est la souffrance physique de la perte. Alors que... quand on prend Jean, son mari, qui lui donc est stérile et qui explique qu'ils ont dû avoir recours à cette FIV, Jean, il va falloir qu'il fasse un parcours qui est complètement différent, qui est un parcours, on peut dire, intellectuel, spirituel. Il va falloir, lui, il n'a pas cette notion de souffrance physique que vit la femme. Il fait une sorte de pèlerinage. Voilà, en fait. Alors lui, il est d'abord sous le coup du fait que Tosca a décidé de le quitter, mais on ne sait pas en fait si elle va le quitter définitivement. Elle se cherche, elle ne sait pas où elle en est. Et Jean, dans ce parcours... Il a cette forme d'obsession. Et très souvent, je pense, quand on est dans des épreuves très fortes comme ça, on a une forme obsessionnelle, quelque chose qui nous habite. Et lui, c'est un baiser qu'il a donné, un premier baiser. Et du coup, il se dit, au point où j'en suis, je vais tirer ce fil. Et puis ce fil va l'amener peut-être à replonger dans des choses de son passé, mais surtout à construire quelque chose qu'il aurait
pas pensé construire et à déposer ce qu'il avait projeté sur ses propres enfants. Il faut rappeler que Jean, enfin il ne faut pas rappeler, mais il faut présenter Jean, c'est un auteur de romans policiers qui aligne les cadavres d'habitude. Voilà. Et puis là, en fait, ce qu'il dit à son éditeur, c'est qu'il change du tout au tout, qu'il va... Cette quête du baiser, ce baiser de collection, il veut en faire un livre en tout cas, et c'est ce qu'il dit à son éditeur. Il ne sait même pas au départ, en fait, il sait pas au départ où il va aller, mais ce qui est sûr, comme vous dites, c'est qu'il a aligné les cadavres. Or, on découvre aussi que le troisième bébé, il l'a porté, c'est-à-dire c'est un prémat qui n'a pas pu, mais il l'a vu ce troisième enfant. Ils ont des prénoms, tous les trois. Voilà, et donc pour lui, c'était important de nommer ses enfants, et donc lui, il va falloir qu'il dépasse ça, et avec cette quête des baisers, il va... quelque part rencontrer ses propres enfants, pouvoir les déposer. Et ça, c'est quelque chose qui souvent ne nous est pas accordé quand on fait une fausse couche. On nous dit tu passes et puis voilà, et tu avances. Moi je pense, c'est encore plus difficile quand on est en FIV, parce que très peu de gens savent que toutes les FIV n'aboutissent pas, et que donc on a quand même créé une forme d'espoir, d'espérance, et c'est encore plus ravageur de ne pas tenir l'enfant. Quand il est là, c'est merveilleux. Quand il n'est pas là, il faut faire ce parcours. Et au bout du compte, on pourrait penser au début du livre que Tosca est meurtri, et que Jean, comme ça, il cherche, il ne sait plus où il en est, et qu'il cherche une nouvelle source d'inspiration. Mais au bout du compte, on va rentrer dans cette histoire et on va traverser la manière aussi avec laquelle, très masculine, avec laquelle Jean va mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette perte devienne une grâce. Ce qui est assez, voilà. C'est ce que vous avez dit, qui est très frappant en début de cet entretien, c'est que j'ai eu la grâce, alors ça peut choquer certaines, mais je pense que quand on vit ce que vous avez vécu, on comprend ce que ça veut dire d'avoir la grâce de perdre, en tout cas d'avoir fait cette expérience de fausse couche, vous qui avez des enfants aujourd'hui. Alors en fait, oui, mais c'est, en fait, pour moi, tout est grâce. Je suis quelqu'un de très particulier, j'ai vécu énormément d'épreuves, de toutes sortes, des épreuves de santé, des épreuves de deuil, des épreuves de faillite, de chômage. Vraiment, j'ai vécu beaucoup de choses. Et en fait, j'ai très vite, très vite compris que il fallait immédiatement accepter l'épreuve, immédiatement l'accepter pour ne pas perdre de temps. Dès que l'épreuve est acceptée, et c'est souvent, c'est un fil que je tire, je suis au 3e roman, dès qu'on arrive, on gagne un temps fou, la force peut descendre, la force de reconstruction, tout le monde n'est pas capable de le faire. Vous mettez en ordre de bataille, en fait. Mais en fait, je me mets en ordre de bataille très très vite. Les gens ont peur justement du choc, ils ont très souvent peur du choc parce que ils se disent, et même quand l'épreuve arrive, ils veulent absolument retrouver ce qu'ils avaient avant une fois qu'ils l'ont traversé. Or, on ne retrouve jamais ce qu'on avait avant. Et en fait, oui, les 3 premiers romans que j'écris, c'était 3 romans qui chacun abordait un thème. Le premier était sur le pardon, le second était sur le silence et le 3e est sur la fécondité. Et je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir bouclé ce 3e roman, et que ce triptyque, en fait, il définissait des choses qui étaient essentielles et qu'on ne pouvait pas, à mon avis, les trouver sans des chocs de vie. Alors, ça ne veut pas dire, entendons-nous, ça ne veut pas dire qu'il faut demander l'épreuve, etc. Pas du tout. Ça veut simplement dire que lorsqu'elle arrive, elle est là, effectivement, pour nous permettre d'aller chercher des choses qu'on ne connaît pas à l'intérieur de nous. Ça se fait plus ou moins vite selon les gens. Mais moi, ça m'a appris, en tous les cas, à décaler le regard. Moi, j'ai eu à faire face à l'âge de 15 ans à quelque chose de très, très douloureux. J'ai failli mourir. Et depuis, je suis complètement décalée. Et je vis l'épreuve de manière... par grâce, en fait, par grâce. Et alors, ça prend du temps, je veux dire, c'est pareil dans Baiser de collection, ce travail que va faire Jean,
ça n'est que le début. On est sur 350 pages. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Le lecteur y mettra sa part. Mais il amorce quelque chose. Le choc amorce quelque chose. Il amorce une recherche. Il amorce, à un moment donné, on se dit, mais je ne peux pas poursuivre comme ça, je ne peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Et alors, très, très, très souvent, c'est la rencontre. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas seulement des forces que nous avons. Ce sont les forces que la rencontre va donner. À chaque fois, dans l'épreuve ou dans le choc, on est face à un inconnu qui est tellement fort qu'on est parfois obligé d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, accepter que eux nous remettent en cause, accepter que eux nous fassent faire des pas. Et ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et donc là, c'est ce que fait Tosca à un moment donné dans le livre. Elle part et elle a une rencontre clé, elle pensait aller quelque part et puis finalement elle va échouer. Voilà, et elle va accepter que quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, un vieux monsieur, rentre dans sa vie d'une manière très particulière, et elle va se rendre compte que Ferdinand, ce monsieur qu'elle va rencontrer dans un aéroport, tout compte fait, il a une autre forme de stérilité. Il a une stérilité choisie, lui. Et donc, qu'est-ce que ça dit pour elle? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut choisir ça? Est-ce que c'est pas complètement incroyable d'aller choisir de ne pas donner la vie ou de... Voilà. Et donc, il y a la rencontre qui nous transforme. Et puis après, ça fait partie de mon travail. Il y a fondamentalement, la rencontre, elle peut être humaine et elle peut être artistique. Et quand elle est artistique, ça fait partie des choses que j'ai souvent exprimées, mettre les mains dans le cambouis, dans la création, on est tous créatifs, c'est quelque chose qui nous relève, d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le type d'artisanat qu'on empoigne, certains iront vers la rencontre par le langage. Ils auront traversé, ils réconforteront. D'autres iront à la rencontre par la matière. Voilà. D'autres iront à la rencontre par leur propre création. Ouais. Tosca, c'est la photo. Alors, on arrive à la fin de la première partie de cette émission, mais ça fait plaisir à vous écouter. Il y a plein de clés comme ça qui se dessinent sur votre œuvre. On peut commencer à parler d'une œuvre après 3 livres, je pense. Annabelle Combe. Le principe de la deuxième partie de cette émission qui va commencer, c'est qu'on va vous proposer des mots, à charge pour vous de les commenter. Je pense que vous n'aurez aucun problème pour les commenter parce que vous êtes en tout cas très pro. Essayer. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai aucune inquiétude dans ce domaine. Merci à vous, à tout de suite. Merci. Tout va bien? Oui. Donc le premier mot que nous vous proposons, Annabelle Combe, c'est fécondité. Fécondité, c'est ce qui explique que je me lève chaque matin. Et pas seulement parce que j'ai des enfants. C'est la richesse de la vie. C'est pour moi cette idée que chaque personne que je vais rencontrer va m'enrichir. Qu'est-ce qu'elle va me donner? C'est la fécondité artistique, c'est la fécondité de la poésie, c'est la fécondité, oui, de la rencontre. Et je ne place pas ce mot uniquement sur le fait de donner la vie, mais vraiment de donner sa vie. Qu'est-ce que je vais donner et qu'est-ce qu'on va me donner? Et c'est ma raison de vivre, vraiment de rendre les autres féconds, de comprendre ce qu'ils ont à donner au monde, de les écouter et d'aller vers des tempéraments, des choses que moi je ne connais pas du tout. Alors c'est vrai que je l'ai par le fait d'avoir de nombreux enfants et du coup on est obligé de composer avec des tempéraments, mais la fécondité, c'est aussi pour moi la création tout entière, c'est-à-dire la nature. C'est un mot sur lequel je pourrais parler des heures. Vous écrivez: la création transcende l'absence, la modifie, l'incarne, la magnifie. Oui, exactement. La création, alors il y a déjà celle qui nous est donnée de contempler.
Moi, je peux rester effectivement un quart d'heure devant une écorce d'arbre et ça va absolument féconder mon imaginaire. Mais il y a aussi le fait que on est tous capables de prendre un papier, de dessiner, de découper, de travailler la matière, de mettre ses mains dans la glaise, d'inventer sa forme. Et c'est pour ça que je suis si attachée à l'art, si attachée à ce rapport à la création, et que je suis si proche des artisans d'art, voilà, qui sont des gens qui magnifient la matière d'une manière absolument extraordinaire, et que mon œuvre, en tous les cas, très souvent concourt de ce travail. Là, dans Baiser de collection, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une photographe. Et même avec la photo, elle fait un travail de création. Elle intériorise, elle va chercher, elle se pose des questions. Et c'est ça, être vivant, c'est ça, être debout, c'est ça, être fécond. Et je le place toujours du côté de l'individu et pas du tout du côté de son statut. Il peut être pauvre, il peut être riche, il peut avoir fait des études ou pas d'études. Il a quelque chose à donner dans sa culture, dans sa... Voilà. Et moi, je me lève pour ça. C'est ma raison d'être. Il y a dans votre livre de très très jolis passages sur le deuil périnatal. On en a un peu parlé durant la première partie de cette émission. L'amour, faites-vous dire à un de vos personnages, n'est pas quantifiable et ne se répand pas miraculeusement avec le verbe naître. Il se déploie bien avant la rencontre et ne se limite pas. Non, il ne se limite pas. Il faut... Dans ce livre, l'idée, c'était d'expliquer aussi, il faut comprendre que ce petit être qui est là, qu'il soit là, et c'est ce qu'à un moment donné, Ferdinand va expliquer à Tosca, qu'il soit là 3 mois, 30 ans, 3 ans, il est là. Il est là. Et qu'est-ce qu'on veut faire de cet être qui est parti ? Moi, j'ai la chance de penser que cet être qui est parti veille sur moi d'une manière ou d'une autre, qu'il est une source d'espérance et qu'un jour, il me sera donné de rencontrer l'âme de ces 2 petits bouts qui sont montés au ciel pour moi. Je pense souvent donc à cette maman qui avait perdu ses 3 enfants. Et cette richesse aussi-là, elle est féconde, de ne pas enfermer la mort dans quelque chose qui est brutal, ténèbres. Non, de se dire que la personne, elle a vécu, même si c'est 3 mois à l'intérieur d'un ventre ou 15 ans, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre et elle a donné là où elle était, cette amplitude et cette fécondité. Et d'ailleurs, des mamans qui perdent des enfants à 7 ans, 15 ans, 21 ans, elles ont été complètement remplies par ces 21 ans, ces 15 ans, et elles sont capables, au bout d'un moment, de démultiplier ce peu de temps qui est sur la Terre pour en faire quelque chose de magnifique. Donc oui, l'amour, c'est quelque chose qui se répand, que la personne soit encore là ou pas, on en parle, elle a laissé des traces et elle a donné des choses. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'habite profondément, cette humanité-là de la mort. Je vais citer encore quelques lignes de votre livre parce que ce sont des très jolis mots qui résonnent sûrement pour beaucoup d'autres que vous. Que le temps qui leur a été imparti ne soit pas celui que vous aviez imaginé. Ça, c'est Ferdinand qui parle à Tosca, n'y change rien. Il est en vous cet amour pour eux et en vous, eux ont inscrit leur amour pour vous. Ça, c'est fondamental de le comprendre parce que quand on voit le parcours que fait Jean, à un moment donné dans le livre, Jean va déposer ses 3 enfants et Jean, il avait déjà projeté avec les prénoms de ses enfants, comment ses enfants pourraient être, ce qui est assez magnifique. Il voyait déjà son fils lire, faire du slam sur une tablette, etc. Il avait déjà projeté des choses. Et en fait, il faut déposer ce qu'on a projeté pour aller vers autre chose. Voilà. Et Tosca, elle se rend compte de ça, c'est-à-dire de cette lumière dans la ténèbre qu'est cet enfant.
et qui porte tout ce qu'on a essayé de faire, tout ce qu'on a... On a tous des limites, on a tenté quelque chose, et le fait d'avoir tenté cette chose-là, forcément nous a fécondés, forcément nous a permis aussi d'être féconds. Et l'amour, ça ne se limite pas à ce qu'on a donné dans un ventre pendant 3 mois, tant mieux si l'enfant va au bout, et ça ne se limite pas à ça, parce que Tosca, à la sortie de ce livre, elle est capable de donner tellement plus, au travers de la photographie, mais au travers de plein de choses. Et elle est capable, quelque part, d'entendre la pudeur de Jean, d'entendre ce que Jean a fait comme parcours. Et Jean est capable d'entendre ce que Tosca a fait comme parcours. Et c'est ça qui m'interpellait, voilà, dans cette idée que l'amour n'est jamais limité. Et que parfois, il faut des chocs, oui, on en parlait tout à l'heure, pour que cet amour se répande autrement et avance. On passe au deuxième mot, Annabelle Combes, qui est hasard. Je ne crois pas du tout au hasard. Je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout au hasard. Je suis habitée par beaucoup de signes. Alors j'ai eu la chance, mais c'est une chance impressionnante d'être montée 3 fois et d'avoir été obligée de redescendre. Alors, dites-nous, monter 3 fois et redescendre. Monter 3 fois au ciel, voilà, d'avoir failli perdre cette vie, de m'être vue partir. Et je ne crois plus du tout au hasard. Si j'y ai cru un jour, mais je ne crois pas. Je suis quelqu'un qui a vraiment des ailes accrochées dans le dos depuis très longtemps. Et je pense que quand on demande quelque chose, quand on accepte... on ne fait pas l'économie de la souffrance, mais quand on accepte l'épreuve et qu'on demande quelque chose comme si on l'avait reçu, ce qui nous a été demandé de faire, comme si on l'avait déjà reçu, alors les choses arrivent. Alors elles n'arrivent jamais dans notre timing à nous, qui est un timing humain. Elles peuvent arriver 6 mois après, 10 ans après, mais elles arrivent. Et rien n'est hasard pour moi. Je pense qu'on a chacun notre mission. Et que ce n'est pas un hasard si dans la vie, dans l'épreuve, on est amené à rencontrer telle personne, ou quand nous, on va bien, on est amené à soulager telle personne, ou à refuser telle personne, parce que c'est aussi un miroir. Ne pas parvenir à engager un dialogue avec quelqu'un, c'est aussi un miroir de ce qu'on ne parvient pas à faire, de ce qu'on a amélioré, et de... Voilà. Donc oui, je suis sur un fil et je demande toujours, je demande toujours des signes. Moi, je suis quelqu'un qui demande des signes et qui les reçoit, mais au centuple, au centuple. Dans votre roman, Jean, donc dans sa quête, rencontre notamment sa tante et qui lui déclare le seul choix dans la vie, ce n'est pas le travail ou la personne avec laquelle on décide de tracer sa route, mais c'est de savoir si on peut s'accepter et comment améliorer le caractère qu'on a tiré. Voilà, Est-ce que vous le savez, vous, maintenant, comment vous acceptez et tirer le meilleur de vous-même? En fait... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que l'image que les autres me renvoyaient n'était pas la bonne. Parce que quand les autres vous renvoient une image, vous vous demandez pourquoi, vous êtes... Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui est hors case. Je ne peux pas rentrer dans des étiquettes, je peux pas... et je ne veux surtout pas faire rentrer les autres dans des étiquettes. Et c'est en acceptant cette idée que j'étais quelqu'un de fondamentalement libre, j'ai réussi justement, ce qui est le plus important pour moi, à ne pas mettre d'étiquette sur l'autre, à essayer et ça, c'est le travail d'une vie. On l'acquiert quand on est enfant, on le demande par grâce. Mais en tous les cas, et c'est aussi pour ça que je suis écrivain, c'est... cette personne, quand elle m'habite, quand le personnage m'habite, elle ferait ça, et moi, je ne le ferais pas. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire ou je ne pourrais pas dire. Et c'est ça qui va me propulser. Et à travers
à travers ce voyage vers ce que je ne suis pas, je finis par me trouver. Mais on n'a jamais terminé de se trouver et heureusement, je dis tout le temps à mes enfants que je ne sais pas mourir et que c'est la dernière chose qu'il faudra apprendre et qu'on apprendra jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça, voilà, c'est phénoménal, tout ce qu'on a à apprendre chaque jour de l'autre, apprendre de soi-même, apprendre à s'excuser quand on a blessé quelqu'un. Ça ne se fait pas naturellement, ça dépend des tempéraments. Donc oui, je pense qu'Yvette, elle a raison, elle dit, ben oui, mais d'abord, c'est ton tempérament, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas le faire grandir? Et puis, c'est pas bien ou mal, il est là, il y a des choses que tu vas faire bien, d'autres que tu vas faire mal. Et prendre conscience de ce que tu es par rapport aux autres, mais sans que les autres, voilà, t'étouffent. Prendre conscience de ce qu'on est, c'est ce que vous avez fait quand vous avez, après des études de commerce, après plusieurs années de carrière comme marketing manager dans une grande entreprise, vous avez repris vos études pour étudier l'histoire de l'art à l'école du Loup. Vous avez repris votre vie en main à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ou s'inscrivait dans un choix de carrière? Moi, j'avais la chance en marketing d'avoir beaucoup d'intuition et déjà beaucoup de créativité, mais j'avais fait le tour d'un métier et en fait, avant même d'écrire pour les adultes, j'ai écrit pour les enfants. C'était quelque chose qui m'avait toujours habité, d'écrire pour l'enfance. Et pour nourrir l'écriture pour l'enfance, je voulais passer absolument par l'art, parce que je voulais transmettre, et pas seulement à mes enfants, je voulais transmettre à tous les enfants de la planète cette quête de soi qu'a l'artiste et qui va se traduire par un coup de burin, par une ombre bleue placée là. Voilà, c'était quelque chose qui m'habitait. Alors ça s'est pas tellement posé en termes de changement. J'étais arrivée à un virage et puis j'avais déjà 3 petites filles et j'avais envie de profiter aussi de ces vies qui m'étaient données, de faire grandir et qui ne m'appartiennent surtout pas. Et comment j'allais les faire grandir, voilà. Donc j'ai pris un virage et puis voilà. Après, je me suis spécialisée. En fait, au départ, je suis spécialiste de l'album jeunesse qui est ma forme de poésie à moi. Donc l'histoire de l'art m'a aidée. J'ai travaillé beaucoup le papier. J'ai pas fait que ça. J'ai mis le vie et à chaque fois ça m'a aidée à me relever, que ce soit le travail de la peinture, voilà. Donc ça a été une amorce en tous les cas pour assumer aussi le fait que c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir beaucoup d'enfants et de travailler. Hein. Très souvent, on oppose les femmes qui ont des enfants et qui sont à la maison aux femmes qui travaillent, comme si les femmes qui étaient à la maison ne travaillaient pas. Et en fait, on n'est pas opposés, on est tellement complémentaires. Donc, on se réalise autrement. Oui, on se réalise autrement. C'est un autre parcours. On accepte peut-être, moi, en fait, de moins bien gagner sa vie aussi. Pour les femmes, c'est un vrai souci. Mais bon, c'était ailleurs. C'était à la hauteur de ce parcours. Il y avait une jubilation derrière quand je parvenais à avancer, qui n'a pas de prix, en fait, et qui ne se regarde pas sur une fiche de salaire. Hein, donc, Alors justement, c'est une transition magnifique pour le 3e mot que nous vous proposons, Annabelle Combe, qui est merci. Ah, merci. Je suis... c'est impossible pour moi de n'être pas dans la gratitude. La gratitude parce que j'ai engouffré tellement de choses. À chaque fois, d'abord, j'ai un sacré ange gardien. Donc, je suis obligée de lui dire merci tous les jours. Je pense que les ailes que j'ai dans le dos, c'est les siennes, parce que sinon, il y a des jours où je ne pourrais pas faire ce que je fais, ou je ne pourrais pas assumer les rencontres que la voix plus haut me demande d'assumer. Il y a aussi cette idée, je dis souvent merci parce qu'il a donné sa vie pour nous donner la vie. Ça, on rejoint ma spiritualité et le fait de savoir que quelqu'un, j'ai compté pour le Christ,
pour pouvoir un jour connaître cet amour absolument qui me porte, qui est un amour d'espérance. Donc il y a cette gratitude-là. Et puis il y a la gratitude, je suis tout le temps en train c'est très jaculatoire chez moi. Tout le temps, je dis merci, merci pour mes enfants, merci pour cette personne dans la rue qui me donne un sourire, merci pour la petite bougie que j'ai allumée, merci pour la grâce obtenue, merci. Voilà, c'est un état d'esprit. Merci de me lever le matin, merci d'ouvrir les volets, merci de ne pas avoir mal là pendant 1 heure, merci de... Oui. C'est une clé pour avancer, c'est savoir dire merci même dans l'épreuve, savoir trouver la petite lumière toute faiblarde qui clignote dans la nuit. Oui, moi je suis... de toute façon, j'habite l'épreuve de manière complètement décalée. Je commence par dire merci, donc les gens me prennent vraiment pour quelqu'un qui est... Oui, on peut dire allumé, c'est le cas de le dire, on parle de lumière, mais je vais instinctivement décalé. Il m'arrive quelque chose de compliqué, je vais dire merci. C'est non seulement une clé, c'est la clé. En fait, moi, c'est ma clé en tous les cas. Je gagne un temps fou. Je ne suis pas le hamster qui tourne autour de sa roue. D'un seul coup, tout s'ouvre. Et en fait, je sens que je vais pouvoir traverser... appuyée, je ne sais pas comment, mais ouverte, et ouverte à ce qui va arriver. Et en fait, j'ai rencontré tellement de gens dans mes misères à moi. Et parfois, je dis d'ailleurs, parce que dans la prière, je dis, je ne peux même pas prier pour tous, tellement j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens. Et quand j'oublie, parce que j'ai un souci de mémoire, et quand j'oublie, je dis toujours, ben voilà, je prie pour tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux aussi qui m'ont fait du mal. Parce que mine de rien, tous ceux qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessée, ils m'ont fait énormément avancer, ils m'ont fait prendre confiance en moi, tourner des pages. Et voilà, et même si je m'en suis rendu compte très tardivement, les choses ne sont pas données tout de suite. Il faut être tellement patient, tellement patient. Mais d'où vous vient cette patience? D'où vient cette force de savoir que vous avez parlé de la première épreuve que vous avez vécue quand vous avez 15 ans? D'où vous vient cette conviction que de l'épreuve peut sortir quelque chose de bien, entre guillemets, que vous pouvez sortir plus forte de l'épreuve, que vous alliez y arriver? D'en avoir vécu beaucoup et de descendre à l'intérieur de moi-même et d'avoir dans cet intérieur un endroit qui est plein de fleurs, qui est l'isolement total, parce que vraiment quand on souffre et qu'on est vraiment à l'hôpital, même si les personnels sont magnifiques, etc. Quand on est dans la souffrance, moi, j'ai un refuge, il est à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a ce champ de blé, de coquelicots, de fleurs des champs, etc., dans lequel je descends. Et là, par grâce, m'est donné une paix où je me ressource. Et ça s'appelle, sans doute, ça a part avec la vie de l'écrivain, ça s'appelle la contemplation, mais un écrivain qui n'observerait pas, qui ne prendrait pas du temps pour contempler, pour se laisser nourrir, c'est un écrivain qui, à mon avis, ne peut pas faire corps avec le texte. Donc voilà, moi, ça vient de cette demande de ne jamais traverser seul. Mais il y a une grâce, ça s'explique parce qu'en fait, on a 3 vertus. Que la foi, je peux pas, je l'ai eu dès le départ et il n'y a pas de doute, mais surtout que je suis une petite fille de l'espérance. Je suis toujours habitée par ce verset, dans les ravins de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Peut-être parce que, je ne sais pas, ça vient sans doute du fait que j'ai failli y passer, je ne sais pas, de cette lumière que j'ai vue, Souvent, les gens ont peur, mais moi, je traverse la peur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur pour un enfant, etc., mais je la remets immédiatement. Je la remets immédiatement parce que elle sert strictement à rien qu'à nous détruire un peu plus. Donc, cette force, c'est quelque chose qui
qui est liée, oui, à la prière ou je ne sais pas si c'est la prière, à cette complicité, je dirais, à cette complicité, oui, avec les gens qui sont plus hauts, avec le Christ, oui, il y a une forme de complicité, oui. Naturellement, le quatrième mot s'impose à nous, puisque ce mot, c'est espérance. Espérance, espérer contre toute espérance. Paul Claudel, la petite sœur Espérance. D'ailleurs, c'est dans la Calanque de l'Aviateur. Lina, dans la Calanque de l'Aviateur, elle est mutique et elle dit qu'elle n'utilise pas le mot imagination, elle utilise le mot imaginaire et elle n'utilise pas le mot espoir. Elle utilise le mot espérance. Là, dans espérance, au-delà de la signification du mot, il y a tout mon travail d'écrivain. C'est un mot qui a un son, et écrire, c'est exactement ça. C'est entendre le son du mot, y mettre sa couleur et savoir que je n'ai pas encore fini d'écrire. C'est ça qui me donne une espérance folle en la vie. C'est de savoir que mes jours, entre guillemets, peuvent être comptés et surtout que voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup. J'aime ce mot par la sonorité et c'est un mot que j'essaye systématiquement de transcrire sans l'utiliser dans les romans. Donc voilà, espérance pour moi c'est la poésie. Je suis quelqu'un qui est oui, toujours entre terre et ciel. Et j'ai coutume de dire qu'au niveau de la terre, il y a la charité, au milieu, il y a la foi, l'espérance et en haut. J'ai une sorte d'échelle comme ça. Et voilà, et je suis fille de l'espérance, ça oui. Mais parce que le mot a cette douceur de traverser, de s'être mis à pied sec de l'autre côté de la rive. Et de pouvoir encore regarder tellement loin. L'espérance, c'est le mot qui me permet de ne plus regarder derrière. Quand on s'est mis à pied sec, il y a encore un travail à faire. Soit on se retourne et on se dit « Oh là là, j'ai traversé ». Mais moi, de plus en plus, je ne regarde même plus derrière. Je sais que, voilà, espérance, je sais, voilà. Mais c'est un mot qui résonne dans mon œuvre. C'est un mot qui résonne dans mon œuvre. Et je pense qu'on ne peut pas vivre sans. Et je pense toujours aux gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu cette espérance. Et à chaque fois, je la demande pour ceux qui vont se donner, qui vont se donner la mort. En me disant, il suffit d'une parcelle d'espérance et la fécondité redémarre. On est exactement dans la thématique de votre livre, de cette espérance qui jaillit des ténèbres, cette espérance qui jaillit de la stérilité, cette fécondité qui jaillit sans enfant dans l'épreuve malgré tout. Oui, et de l'acceptation, parce qu'ils finissent par accepter, et contre toute attente. On ne va pas donner la fin du texte, mais contre toute attente. Ça va bien plus vite que ce qu'ils n'auraient jamais pensé. Ils vont finir par avoir chacun leur forme de fécondité. Jean va renouveler la sienne d'une certaine manière. Il va même aller au-delà de ce d'un seul coup, il va... Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rester dans le roman policier, mais ça veut dire qu'il va ouvrir d'autres choses. Ça, le lecteur mettra sa part. Et au-delà va leur être donné quelque chose auquel il n'aurait même pas pensé. Puisque lorsqu'il va voir Yvette, il apprend que sa tante donc était elle aussi stérile et qu'elle n'a pas passé le pas de l'adoption, qu'elle n'est pas parvenue, elle ne voulait pas aller si loin, on lui disait va adopter à l'étranger et elle n'y parvenait pas. Et donc ils vont s'adopter eux-mêmes, ils vont adopter leur nouvelle fécondité et en plus. Et c'est en fait, je dis souvent, c'est ça qui est donné au centuple. C'est parce que nous ne demandons pas, comme si nous avions reçu, que l'on fait du surplace, en fait.
Ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit... Il faut comprendre que parfois on reçoit différemment de ce qu'on attendait. Il faut essayer de toujours être ouvert. Qu'est-ce que je reçois? Pourquoi je le reçois? Pourquoi je n'ai pas reçu ce que je voulais? Et voilà, et c'est un travail. Mais ce travail se fait d'une telle merveille. C'est une telle merveille quand on a compris ça que voilà, on peut que essayer de le transmettre et puis tendre la main à ceux qui n'en ont plus d'espérance, à ceux qui n'en ont plus, à rallumer cette flamme qui nous demande justement, on est dans cette émission lumière intérieure, voilà. Est-ce que dans la ténèbre, on arrive encore à transmettre cette petite flamme? C'est pas un hasard si on s'appuie sur ce tabouret à 3 pieds, foi, charité, espérance, l'un sans l'autre, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que vous entendez faire dans vos livres, redonner l'espérance, tendre la main à des gens qui pourraient avoir perdu cet espoir, cette espérance. Alors sur le triptyque, sur les 3 premiers livres, c'était vraiment, il y avait vraiment ce travail en fait au bout de 4 ans de travail intensif, parce qu'il y a 3 livres qui sont sortis en 4 ans. Il y avait ce fil qui était tendu. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui va sortir? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne me projette jamais. Et voilà, je suis en train d'écrire. Voilà. Et les personnages vont dire. Ils vont dire ce que je vais faire, comment je vais le faire. Mais c'est quelque chose qui va m'habiter. Est-ce que ça va habiter toute mon œuvre? Ça m'habite moi, donc... à date, je ne sais pas. Vous laissez faire, il y a une forme de... Ouais, quand on... En fait, moi, je ne suis pas quelqu'un de la contrainte, et de moins en moins, on m'a beaucoup contraint. Donc, et puis, c'est la liberté de vieillir aussi, et puis d'avancer, et puis de ne plus rien avoir à prouver. Tant mieux si dans mon œuvre, si dans ce qui va venir, je ne perds pas ce fil. Mais je ne peux pas me projeter, je ne sais pas. Mais en tous les cas, si les lecteurs l'ont perçu déjà dans mon travail, alors oui, tant mieux. J'ai donné une part de ce qui m'habitait, sans forcément parler de moi, d'ailleurs. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, parce que vous avez dit en début de cette émission que c'était pas vous, les personnages. Non, c'est jamais moi. À partir d'expériences que vous n'avez pas connues. Mais vous créez à partir de phrases, notamment, que vous avez entendues. Vous avez parlé de cette mère qui avait perdu son enfant. Et ça tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est à profusion. D'abord parce que j'ai perdu les mots. À un moment donné. Ça veut dire quoi, perdu les mots? À un moment donné, vous avez été mutique, vous aussi? Voilà, à un moment donné, du fait d'un AVC, j'ai perdu la parole. Il fallait retrouver ça. Et du coup, quand je suis sortie de là, une partie de la mémoire n'existera plus. Mais en revanche, une acuité m'a été donnée pour la phrase. Et c'est immédiat. C'est pour ça que j'ai un travail beaucoup en notes de croquis. En ce moment, les terrasses de café sont fermées, mais il suffit d'aller au jardin public. Et immédiatement, d'une phrase, je vais tirer une histoire. Voilà, on peut me dire... L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dans la rue qui disait « Il n'est pas arrivé le totem ». Et tout de suite, je me dis, le totem, c'est le nom de quelqu'un, c'est une œuvre d'art, c'est une grue, on était sur un chantier. Et tout de suite, les phrases travaillent. Il y a une fertilité chez moi de l'imaginaire, mais c'est lié aussi au fait que je décale, que je lis énormément de poésie, que je décale mon regard tout le temps. C'est un regard qui est tout le temps décalé. Je ne regarde jamais l'œuvre d'art dans son ensemble. Je la regarde toujours par toute petite portion. Vous arrivez toujours à faire ce pas de côté nécessaire à la création. Tout le temps. Merci Annabelle Combe. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Ne bougez pas, je vous rejoins.
Tout va bien, Annabelle Combe? Ah oui, c'est riche. C'est riche, C'est riche. C'est vous qui êtes riche en réflexion. Moi, il y a une phrase, très jolie phrase, qui m'a frappée dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit « Je suis fille de l'espérance ». J'aimerais savoir ce que vous entendez exactement par ça. Mis à part qu'effectivement, l'espérance vous guide, mais fille de l'espérance, ça veut bien dire que vous venez de quelque part. Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais envisager la souffrance comme quelque chose qui fait mal, mais vraiment comme quelque chose qui sauve, comme quelque chose qui magnifie, qui grandit. Et pas dans une version doloriste, on est d'accord? Jamais dans une version doloriste. Ça veut dire que j'ai accepté, que j'ai cessé d'idéaliser le monde. J'ai compris que on est dans un monde où on vous raconte que vous pouvez faire des tas de choses, etc. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Et j'ai compris qu'il fallait accepter cette part de ténèbres qu'on avait en nous, cette part de difficulté, et que tout le monde y passait. Que ça servait à rien de se dire à telle personne il lui est jamais rien arrivé, parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et donc, quand j'ai eu compris ça, je me suis dit, oh là là, c'est tellement douloureux. C'était tellement douloureux. Je dis, oh là là, mais attends, on a une vie... Oui, on a une vie où le petit bonheur, c'est ça le bonheur. C'est le tout petit bonheur que tu te crées toi. Voilà. Et à partir de ça, j'ai demandé, j'ai dit, moi, je ne vais jamais y arriver toute seule. Parce que, voilà, il y a eu quand même beaucoup de souffrance et du coup, j'ai demandé quelque chose d'un peu extraordinaire. Et vous l'avez obtenu. Et je l'ai obtenu au centuple. Au centuple. Au centuple. Et puis... Vous êtes une enfant de la résurrection. Quand je vous écoute, je pense à cette phrase la résurrection n'efface pas la croix. Mais la résurrection n'est pas la croix non plus. Non, je suis vraiment... je fonctionne toujours en me disant... D'abord, je ne me projette plus. Je vis au jour le jour. Je vis à l'heure de l'heure. Parce que quand on a mal, c'est bien gentil, mais si on se dit... je suis obligée de me dire, dans 3 jours, tu t'en souviendras plus. Quand on a vraiment mal, quand on est vraiment dans la souffrance physique, dans la souffrance psychologique, et donc c'est ce qui me fait avancer, voilà. Et donc oui, je suis. Mais en fait, quand je dis je suis fille de l'espérance, parce que je me sens pas du tout de la terre, en fait. Je suis toujours accrochée dans mon nuage. Mais le fait de lire beaucoup de poésie et tout ça, c'est... mais toute petite, j'étais déjà accrochée dans un nuage. Je pense que j'ai les pieds bien sur terre. On le sent, ça, aussi. Puisque j'ai quand même mené plein de choses. Mais mon cœur est pas là. Mon cœur, il est dans un espace où il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Il y a un autre mot qui frappe en vous écoutant, Annabelle Combe, c'est libre. Et, voilà, vous avez dit « je suis une femme libre ». C'est pas si fréquent que les gens affirment ça, « je suis une femme libre », parce que ça sous-entend beaucoup de choses. Moi, qu'est-ce qui vous rend libre? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est les épreuves? C'est d'être sortie de tout ce que les gens projetaient sur moi. Moi, je suis d'une famille nombreuse, dans une famille nombreuse, très nombreuse. Je suis une famille de 11 enfants. Pour trouver sa place, c'est très compliqué. Et donc, on peut avoir tendance à vous... Ce que faisait pas ma maman d'ailleurs, mais à vous mettre une étiquette. À l'école, on vous met une étiquette. Vous avez des lunettes, on vous met une étiquette. Vous avez tant d'enfants, on vous met une étiquette. Vous faites ci, on vous met... Et je supporte pas, en fait, l'étiquette. C'est quelque chose qui me... Et à chaque fois que je rencontre un jeune, très souvent, ils se définissent par rapport à ce qu'on leur a mis. Et très souvent, je dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui... et c'est plus ça, voilà. Et moi, je suis, oui, totalement libre du regard des autres maintenant. Du regard des autres, parce que je me sais
fondamentalement aimer plus haut avec tout ce que je n'arrive pas à faire, avec mes limites, avec le fait que de temps en temps, j'ai dépassé, je me suis mise en colère, j'ai dépassé faut aller demander pardon parce que tu as blessé. Je suis comme tout le monde, hein. Ça pleure, ça. Et heureusement, ça jubile aussi beaucoup. Hein. Mais à la hauteur des larmes. Moi, en fait, je monte vers quelque chose, mais comme ça, voilà. La sinusoïde, elle va toujours monter, mais elle ne montera jamais comme ça. Elle va, voilà. Et puis à chaque fois. Mais c'est très humain, en fait. Mais tout le monde est comme ça. Et quand on l'a compris. C'est là où on peut dire à la personne, mais c'est pas parce que tu vas pas bien, voilà, pendant ce moment-là, ou que tu as rencontré ça, que ça va ouvrir des choses et ça. Voilà, moi je suis fondamentalement sur cette ouverture. Étant sur cette ouverture, maintenant je me sens mais beaucoup plus libre. Et puis je pense parce que j'ai fait un parcours où j'ai accepté, comme vous disiez tout à l'heure, on a parlé, j'ai accepté de changer de voix, j'ai accepté de faire plein de choses, jusqu'à lire, monter une bibliothèque pour enfants, lire des contes à des enfants, aller travailler la voix, aller travailler le son, aller à la manufacture de Sèvres, travailler la peinture sur porcelaine, alors que je ne sais pas dessiner, illustrer, voilà, et chercher, essayer. Qui n'essaye rien n'a rien, disaient les anciens. Et cette vie, elle est tellement... Je dis souvent, c'est un carré d'existence assez rétréci. Et donc, voilà. Tout à l'heure, vous me disiez que les écrivains, les auteurs, pour réussir, devaient posséder ces 3 P que sont, vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, la passion, la persévérance et la patience. Et la patience au milieu. Et puis vous en rajoutez un 4e, je vous laisse le dire. Passion, patience, persévérance. Et c'est pas moi qui le dis, hein, d'ailleurs, c'est Pierre Péju qui m'a dit ça un jour. Et je lui ai dit, oui, Pierre, je suis complètement d'accord avec toi, et il y a la pauvreté. Et il y a le P de pauvreté. Il m'a regardé, il m'a dit, ah oui, on ne gagne pas beaucoup d'argent en tant que... Je lui ai dit, non, il y a ce P du dénuement total, d'oublier ce que l'on est, de se faire complètement pauvre pour recevoir l'autre, pour recevoir ce que je ne suis pas. Pour arriver à comprendre ce que je ne suis pas, pour arriver à me mettre en arrière et ne pas voir l'autre avec mon regard, mais avec son propre regard à lui. Quel boulot il faut faire! Alors l'écriture, moi, m'aide vraiment à ça. Voilà, et la rencontre, oui, la rencontre. Mais ça prend une vie, et c'est ça qui est merveilleux. Et on va encore se tromper, et heureusement, on va encore se tromper. Et on va nous-mêmes enfermer et se dire non, je suis en train de t'enfermer dans quelque chose qui n'est pas toi. Donc voilà, donc je fais marche arrière. Il y a une forme d'humilité permanente par rapport C'est fondamental. C'est fondamental, c'est la remise en cause. On ne peut pas apprendre si on n'est pas dans cette pauvreté, de dire qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Je ne sais rien, montre-moi. Voilà, je ne sais rien. Et on apprend d'un enfant qui a 3 ans, on apprend d'une personne âgée qui a 75 ans, on apprend du handicap d'une manière merveilleuse. Quand on sait recevoir, quand on sait écouter, on apprend de tout en fait. On apprend... Vous apprenez de tout ? De tout. On apprend. Moi, voilà. Et plus j'avance, et plus j'ai besoin de cette contemplation, de descendre à l'intérieur, et de l'écriture, parce que j'en ai été un peu privée. Et bon, après, publier, c'est autre chose. Il y a un nouveau regard qui se met en place, qui est le regard du lecteur, et ça, c'est autre chose. Et moi, il ne m'habite pas du tout, en fait. Et donc, moi, je reste vraiment ce que je suis à mon bureau, en plateforme d'isolement, avec cette grande pancarte qui fait beaucoup rire mes enfants. Annabelle travaille, point d'exclamation, et voilà. Merci mille fois, Annabelle Combe. Merci vraiment pour cette heure passée. C'est une belle leçon de vie que vous nous avez donnée, mis à part évidemment le fait que vous avez publié aussi un très beau roman, Baiser de collection, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je pense que comme moi, vous avez reçu une belle leçon de vie. Et vous pouvez retrouver, comme chaque semaine, cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.